L'aventure ambiguë, chapitre 8. Pourquoi veulent-ils que je sache? Pensait le maître. Ils savent mieux que moi ce qu'ils désirent, au fond. Il s'interrompit pour se gratter énergiquement le front. Soulevant le pan de son boubou, il vit courant sur sa peau une grosse punaise brune. Il la prit délicatement et la posa sur le sol, puis se recoucha. Au fond, ils ont déjà choisi. Ils sont comme une femme consentante. L'enfant qui n'est pas encore conçu appelle. Il faut bien que l'enfant naisse. Ce pays attend un enfant. Mais pour que l'enfant naisse, il faut que le pays se donne. Et ça, mais aussi la misère à la langue. Ne mettra-t-elle pas l'amertume dans nos cœurs? La misère est ennemie de Dieu. Tout le côté droit du maître était endolori. Il se retourna sur le dos. Ce jour-là, rien n'était monté vers le ciel, ni la flamme du foyer, ni l'écho des voix juvéniles. Le maître avait réduit ses prières au strict minimum. Lui, qui dormait peu parce qu'il priait toujours, il était resté couché depuis le matin, et son corps, déshabitué à la mollesse, se fatiguait de ce repos. Cette maison silencieuse concentrait sur elle, cependant, la pensée de tout le pays des Dialobés, sur elle et sur la forme inquiète qu'elle contenait en son sein comme l'amande au cœur de la noix. Le maître eût pu dire oui, c'était facile, et le pays eût explosé de joie. Il lui eût été facile de dire non, et le pays eût obéi. Il ne disait rien. Les hommes du Dialobé sentaient le drame et pensaient à leur maître avec compassion et reconnaissance tout à la fois. Mon Dieu, vous avez voulu que vos créatures vivent sur la coquille solide de l'apparence, la vérité les noierait. Mais, Seigneur de vérité, vous savez que l'apparence prolifère et durcit. Seigneur, préservez-nous de l'exil derrière l'apparence. C'est la veille, au soir, que la délégation était venue. Ardo Dialobé, le premier fils du pays, la conduisait. On avait remarqué aussi Djaltabé, le maître des pêcheurs, Farba, le maître des griots, le chef de la corporation des forgerons, celui des cordonniers et bien d'autres encore. La maison du maître en avait été remplie. Maître, avait dit Ardo Dialobé, le pays fera ce que vous direz. Je ne dirai rien, avait répondu le maître, car je ne sais rien. Je suis seulement l'humble guide de vos enfants et non point de vous, mes frères. Un silence avait suivi et le premier des Dialobés avait repris. La parole, certes, peut se suspendre comme un habit, maître. La vie ne se suspend pas. L'heure de prendre une décision est venue pour notre pays. Le chef des Dialobés nous a dit, je suis la main qui fait. Le corps et la tête, c'est vous, gens des Dialobés. Dites et je ferai. Que dirons-nous? Le maître s'était dressé alors. Je jure sur la parole que je ne le sais pas. Ce qu'un homme sait vraiment est pour lui comme la suite des nombres. Il peut le dire infiniment et le prendre dans tous les sens sans limite. Ce que je pourrais vous dire maintenant, au contraire, est rond et court. Faites, ou bien encore, ne faites pas, sans plus. Ne voyez-vous pas vous-même la facilité avec laquelle cela peut se dire? Et comme il n'y a pas plus de raison de dire ceci que cela, le maître avait parlé avec véhémence, et ses yeux regardaient tout le monde à la fois, comme pour communiquer à chacun la conviction qu'il ne savait rien. Mais l'assistance était demeurée morne. La parole du maître avait été trop haute, peut-être. Il reprit, cherchant à s'expliquer d'une autre façon. Je sais ce que vous attendez, Jean des Dialobés. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous avez pensé alors, allons voir le maître de nos enfants pour qu'il nous dise ce que nous devons faire, n'est-ce pas? C'est exact, acquiesça le premier des Dialobés. Le maître poursuivit. Vous attendez que ce que je vous dirai indique ce que vous ferez, comme 10 indique 11 à qui compte bien, n'est-ce pas? Il y eut un murmure d'acquiescement. Jean des Dialobés, je vous jure que je ne sais rien de semblable. Autant que vous, je voudrais savoir. Les hommes réunis se regardèrent profondément troublés. Le maître ne savait pas. Qui donc saurait? Le pays, cependant, devait prendre une décision. Les voyageurs venus des provinces lointaines rapportaient que les hommes partout avaient choisi d'envoyer leurs enfants à l'école étrangère. Ces générations nouvelles allaient apprendre à construire des demeures, à soigner les corps à l'intérieur de ces demeures, comme savaient le faire les étrangers. Le maître n'eut pas conscience de leur départ,
Ayant dit, il s'était replongé dans ses pensées. Lorsque le fou vint, il trouva le maître dans la même attitude, allongé sur le dos, un bras le long du corps, l'autre replié sur le visage au-dessus des yeux. L'homme était sanglé dans une vieille redingote, sous laquelle le moindre des gestes qu'il faisait révélait qu'il portait les habits amples des dialobés. La vieillesse de cette redingote, sa propreté douteuse par-dessus la netteté immaculée des boubous, donnait au personnage un aspect insolite. La physionomie, comme les habits, laissait une impression hétéroclite. Les traits en étaient immobiles, hormis les yeux qu'habitait une inquiétude de tous les instants. On eût dit que l'homme savait un secret magnifique au monde et qu'il s'efforçait par un effort constant d'en empêcher le jaillissement extérieur. La versatilité du regard ensuite, jamais arrêtée, dont les expressions étaient détruites à peine était-elle née, faisait douter que le cerveau de cet homme puisse seulement contenir une pensée lucide. Il parlait peu, et cela depuis qu'on l'avait surnommé le fou. Cet homme, qui était un fils authentique du pays, en était parti jadis, sans même que sa famille sût où il allait. Il était resté absent de longues années durant. Puis un matin, il était revenu, sanglé dans sa redingote. Au moment de ce retour, une grande volubilité l'habitait. Il prétendait qu'il revenait du pays des Blancs et qu'il s'y était battu contre des Blancs. Dans les débuts, on le crut sur parole, bien qu'aucun des autres fils du pays qui avaient été à la guerre des Blancs n'eût confirmé l'y avoir vu. Mais assez vite, on commença de mettre ses propos en doute. C'est que, d'abord, son récit était si extravagant qu'il était difficile de lui accorder foi. Mais plus encore que cette extravagance du récit, c'était la mimique de l'homme qui inquiétait. En effet, à mesure qu'il racontait, le fou se remettait à vivre, comme dans un délire, les circonstances de son récit. Un jour, en expliquant comment il avait été blessé au ventre, de fait il y portait une cicatrice, l'homme s'était subitement recroquevillé, puis était tombé les bras au ventre en poussant un râle d'agonie. Une longue fièvre avait suivi. Depuis, on s'ingénia à l'éviter, cependant que lui-même ne se remettait de ses crises que pour courir à la recherche d'auditeurs complaisants devant qui il refaisait vivre dramatiquement les circonstances de ses souvenirs. Un jour, il sut qu'on l'avait surnommé le fou. Alors il se tut. Le surnom lui resta néanmoins. L'homme s'assit à côté du maître qu'il croyait endormi pour attendre son réveil. « Ah, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Il te fatigue beaucoup, n'est-ce pas, tous ces gens ?» Et le fou désigna vaguement les maisons autour de la demeure du maître. « Chasse-les. Tu les chasseras, n'est-ce pas, la prochaine fois qu'ils reviendront. » Son regard brillant eut l'air, une fraction de seconde, d'attendre avec anxiété une réponse. « Dis, tu les chasseras, n'est-ce pas? »« Oui, je les chasserai. » L'homme se calma. « Maintenant, ils viennent à toi. Ils sont humbles et doux, comme des brebis. Mais il ne faut pas qu'ils te trompent. Dans le fond, ils ne sont pas des brebis. C'est parce que tu es encore là, avec ta maison vide et tes pauvres habits, qu'il reste encore des brebis. Mais tu vas mourir, ainsi que ta maison pauvre. Alors vite, leur nature changera. Je te le dis, dès que tu mourras, toi seul retiens la métamorphose. » Il se pencha et baisa avec passion la main du maître. Celui-ci sursauta, retira sa main comme si elle eût été brûlée, puis se ravisant, la rendit au fou qui se mit à la caresser. « Tu vois, quand tu mourras, toutes ces maisons de paille mourront avec toi. Tout ici sera comme là-bas. Tu sais, là-bas. » Le maître, qui était toujours allongé, voulut se lever, mais le fou doucement le retint. Simplement, il se rapprocha un peu et, soulevant du sol délicatement la tête du maître, il la posa sur le gras de sa cuisse confortablement. « Comment c'est là-bas » s'enquit le maître. Une furtive expression de bonheur se peignit dans le regard du fou. « C'est vrai, tu veux que je te dise ? Oui, dis-moi. » Et le fou parla ainsi. « Ce fut le matin que j'ai débarqué. Dès mes premiers pas dans la rue, j'éprouvais une angoisse indicible. Il me sembla que mon cœur et mon corps ensemble se crispaient. Je frissonnais et revins dans l'immense hall du débarcadère. Sous moi, mes jambes étaient molles et tremblantes. Je ressentis une forte envie de m'asseoir. Alentour, le carrelage étendit son miroir brillant où résonnait le claquement des souliers. Au centre de l'immense salle,
J'aperçus une agglomération de fauteuils rembourrés. Mais à peine mon regard s'y était-il posé que je ressentis un regain de crispation, comme une insurrection accentuée de tout mon corps. Je posai mes valises à terre et m'assis à même le carrelage froid. Autour de moi, les passants s'arrêtèrent. Une femme vint à moi. Elle me parla. Je crus comprendre qu'elle me demanda si je me sentais bien. L'agitation de mon corps se calmait, malgré le froid du carrelage qui me pénétrait les os. J'aplatis mes mains sur ce carrelage de glace. L'envie me prit même d'ôter mes souliers pour toucher du pied le froid miroir glauque et brillant. Mais j'eus vaguement conscience d'une incongruité. Simplement, j'étendis mes jambes qui entrèrent ainsi en contact de toute leur longueur avec le bloc glacé. Le maître se souleva un peu pour rencontrer le regard du fou. La cohérence subite du récit l'avait frappé. Son étonnement crut alors lorsqu'il vit ce regard maintenant était fixé. Jamais il ne l'avait vu ainsi. Le maître remit sa tête sur les genoux du fou. Il perçut que l'homme tremblait doucement. Déjà autour de moi, un petit groupe s'était formé. Un homme se fraya un passage jusqu'à moi et me prit le poignet. Puis il fit signe qu'on me mit sur un divan proche. Quand des mains empressées se tendirent vers moi pour me soulever, je les écartai et d'un mouvement très dégagé, je me mis debout, dominant d'une bonne tête toute l'assistance. J'avais recouvré ma sérénité et maintenant que j'étais debout, rien ne dut leur apparaître de toute ma personne qui ne fût solide et parfaitement sain. Autour de moi, je sentis que les gens se consultaient, un peu surpris de ma résurrection subite. Je bredouillais des mots d'excuses. Je me baissai et ramassant aisément une lourde valise de chaque main, je traversai le cercle des spectateurs ébahis. Mais à peine étais-je dans la rue que je sentis de nouveau renaître ma crispation. Au prix d'efforts considérables, je réussis à ne rien laisser paraître et me hâtai de m'éloigner de cet endroit. Sur mon dos, je sentais à travers les vitres du hall immense le poids de nombreux regards. Je tournai un coin de rue et, avisant une porte enfoncée dans un mur, je déposai mes valises à terre et m'assis sur l'une d'elles, à l'abri de la sollicitude des passants. Il était temps, car mon tremblement recommençait de devenir apparent. Ce que j'éprouvais était plus profond qu'une simple séduction de mon corps. Ce tremblement qui, maintenant que j'étais assis, se mourait de nouveau, me parut l'écho fraternel de mon corps à un désarroi plus intime. Un homme passant, à côté de moi, voulut s'arrêter. Je tournai la tête, l'homme hésita, puis hochant la tête, poursuivit son chemin. Je le suivis du regard. Son dos carré se perdit parmi d'autres dos carrés. Sa gabardine grise parmi les gabardines. Le claquement sec de ses souliers se mêla au bruit de castagnettes qui couraient à ras d'asphalte. L'asphalte. Mon regard parcourait toute l'étendue et ne vit pas de limite à la pierre. Là-bas, la glace du feldspaf, ici, le gris clair de la pierre, ce noir mat de l'asphalte. Nulle part, la tendre mollesse d'une terre nue. Sur l'asphalte dur, mon oreille exacerbée, mes yeux avides guettèrent vainement le tendre surgissement d'un pied nu. Alentour, il n'y avait aucun pied. Sur la carapace dure, rien que le claquement d'un millier de coques dures. L'homme n'avait-il plus de pieds de chair? Une femme passa, dont la chair rose des mollets se durcissait monstrueusement en deux noirs conques terminales à ras d'asphalte. Depuis que j'avais débarqué, je n'avais pas vu un seul pied. La mer des conques sur l'étendue de l'asphalte courait à ras. Tout autour du sol, au fat des immeubles, la coquille nue et sonore de la pierre faisait de la rue une vasque de granit. Cette vallée de pierre était parcourue dans son axe par un fantastique fleuve de mécaniques enragées. Jamais, autant que ce jour-là, les voitures aux automobiles que je connaissais cependant ne m'étaient apparues aussi souveraines et enragées, si sournoises bien qu'obéissantes encore. Sur le haut du pavé qu'elles tenaient, pas un être humain qui marcha. Jamais je n'avais vu cela, maître des Dialobés. Là, devant moi, parmi une agglomération habitée, sur de grandes longueurs, il m'était donné de contempler une étendue parfaitement inhumaine. Vide d'homme. Imagines-tu cela, maître,
au cœur même de la cité de l'homme, une étendue interdite à sa chair nue, interdite aux contacts alternés de ses pieds, de ses deux pieds. Cela est-il vrai? Est-il vrai qu'au cœur de sa propre demeure, la furtive silhouette de l'homme, connue maintenant des essences mortelles, le fou tressaillit de joie qu'on l'eût si bien compris. Oui, je l'ai vu. Tu sais, maître, la délicate silhouette qui s'appuie sur une jambe, puis sur une autre pour avancer. Eh bien, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu dans sa propre demeure des espaces, des étendues mortelles. Les mécaniques y régnaient. Le fou se tut. Les deux hommes demeurèrent silencieux longtemps. Puis doucement, le maître demanda: Qu'as-tu vu encore? C'est vrai? Tu veux que je te dise? Oui, dis-moi. J'ai vu le mécanique. Ce sont des coquilles. C'est l'étendue enroulée et qui se meut. Or, tu sais que l'étendue n'a point d'intérieur. Elle n'a donc rien à perdre. Elle ne peut se blesser, comme la silhouette, mais seulement se dérouler. Aussi, elle a refoulé la silhouette, peureuse, elle, en se blessant, de perdre l'intérieur qu'elle contient. Je te comprends. Continue. Cette étendue se meut. Or, tu sais quelle était la stabilité même qui rendait apparent le mouvement comme son miroir. Maintenant, elle a commencé à se mouvoir. Son mouvement est plus achevé que la progression saccadée de la silhouette hésitante. Elle ne peut tomber. Où tomberait-elle? Aussi, elle a refoulé la silhouette, peureuse, elle, en tombant de perdre le mouvement. Le fou se tut. Le maître, prenant appui sur un coude, se dressa et vit qu'il pleurait. Le maître s'assit alors tout à fait et, attirant le fou, l'obligea à s'adosser sur sa poitrine. La tête du fou au creux de son épaule. De sa main nue, il essuya les larmes de l'homme, puis doucement se mit à le bercer. Maître, je voudrais prier avec toi pour repousser le surgissement. De nouveau, le chaos obscène est dans le monde et nous défie.